Eh bien, merci à tous. Je dirais une bonne conférence et aussi un bon public. C'est pas simplement une information à sens unique. Et votre présence m'honore. Ce soir m'honore parce que pour moi, c'est l'occasion aussi de sortir un peu des murs et des logiques et de l'université pour, voilà, pour une dimension, je dirais, un peu de partage de savoir et finalement une dimension citoyenne. C'est vrai que les universitaires devraient peut-être être plus tournés aussi vers, en tant que citoyens, quand on est universitaire, mais je pense qu'on a aussi un rôle de citoyenneté, de partage des connaissances. Voilà, donc on va commencer ce thème. Alors, la thématique générale, c'est famille, mémoire et utopie. Moi, je vais essayer de rentrer par le biais du groupe de l'imaginaire et de l'institution. Oui, on va essayer de... Pardon. Donc, je vais rentrer par la notion, je dirais, de groupe d'imaginaire d'institution. Alors, c'est un cours que je fais à l'université. C'est un cours qui me fait 20 heures. Bon, là, je vais aller vraiment... je vais aller vraiment au concept, vraiment la synthèse de ce que je peux vous donner, tout en, bien sûr, vous indiquant des auteurs, effectivement, où vous pourrez creuser, approfondir, si ça vous intéresse, si ça vous donne l'envie, je dirais, le désir, on parlera du désir, l'envie d'approfondir. Alors, on va essayer le but de cette conférence, c'est un peu de mieux comprendre des logiques et les relations entre ces trois dimensions qui sont à l'œuvre dans ce qui forme, je dirais, le tissu sociologique et sémiotique de la réalité. La dimension groupale, ben effectivement, parce que effectivement, on est souvent, enfin, on est aussi des groupes de personnes, il y a des collectifs, l'imaginaire et l'institution. Alors, on va commencer peut-être par la première notion, le groupe et la dimension groupale. Alors, d'abord, d'emblée, il me semble que, alors, je dirais, ça, effectivement, ça s'inscrit dans une dimension de psychologie sociale et non pas de psychologie individuelle. Et d'emblée, effectivement, dès qu'on voit un petit peu, je dirais, les rapports à l'œuvre dans le social, on s'aperçoit que effectivement, on a tous une psychologie individuelle, on est tous des individus. Mais je prends toujours l'exemple dans mes cours, dans des amphis, je disais, admettons qu'il y ait une psychologie individuelle, je me focalise sur quelqu'un en particulier, et puis je m'aperçois finalement, je vais me focaliser sur vous par exemple, et je m'aperçois que c'est bizarre, finalement, vous m'écoutez, vous êtes là pour une conférence, vous êtes assis, et puis si je prends quelqu'un d'autre, vous avez le même comportement finalement. Vous m'écoutez aussi. Alors effectivement, quand on est en cours, on prend des notes en plus, et finalement on s'aperçoit qu'on est dans des situations où les comportements, je dirais, sont assez mimétiques, ou en tout cas je dirais cadrés, et de la même façon, et je dis, mais écoutez, et en plus, si je change de cadre, je change de comportement. Alors, bien sûr, et je dis, imaginez par exemple qu'au lieu d'être en cours maintenant, vous êtes où je suis dans une grande surface, est-ce que vous pensez que je vais faire un cours, me mettre dans un rayon, comme ça, m'adresser à la foule, faire des cours Non, évidemment, je vais rentrer dans un autre cadre et dans une autre dimension. Donc là, déjà d'emblée, on est sur une dimension, je dirais, pragmatique, mais une dimension aussi de psychologie sociale. Donc là, il y a d'autres cadres que la psychologie individuelle. Donc également aussi, on s'aperçoit que les comportements collectifs sont toujours en situation, relativement souvent, en situation d'interaction. Donc ce qui marque d'emblée, je dirais, cette dimension, ce sont finalement que nos comportements, en règle générale, la plupart du temps, bien sûr, on est des individus, mais ils sont dans des cadres d'activité situés qui vont orienter nos comportements, qui vont canaliser nos comportements. Je suis sur un terrain de foot, je joue au foot. Je suis devant ma télévision, je ne fais pas la même chose. Donc, on est sur des cadres situés, des cadres d'action, avec, bien sûr, avec chacun de ces cadres, des identités et des mentalités propres.
des identités, c'est-à-dire que je prends un hôpital, par exemple, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver des pharmaciens, je vais trouver des aides-soignantes, je vais trouver un certain nombre d'acteurs bien définis, mais je ne vais pas trouver, par exemple, je vais pas trouver un maître de conférence, par exemple. Et donc, je dirais, il y a aussi toute cette dimension, je dirais, de fabrication d'identité relative à des cadres d'action, qui sont là aussi, je dirais, canalisés un peu par les acteurs, avec bien sûr aussi des mentalités propres, des valeurs propres. Je prends effectivement les valeurs peut-être des assistants sociaux, c'est pas les valeurs du policier, c'est pas la valeur d'un artiste, et donc il y a aussi des mentalités, des appartenances, des identités qui sont en quelque sorte, je dirais presque des mondes ou des univers groupaux, psychiques, cognitifs. Voilà. Bon. Alors, également aussi, on s'aperçoit que finalement, cette notion de comportement un peu mimétique, c'est dans nos archaïsmes, c'est dans nos archaïsmes animaux, ça existe déjà au niveau de l'éthologie. Effectivement, la plupart des espèces ont des comportements sociaux, qui sont des comportements mimétiques. Alors, je me suis dit, tiens, je vais mettre un peu des photos, je vois un peu les poissons, ils sont en banc, ils sont sociaux, ils aiment être ensemble. Et vous voyez, il y a une dynamique, ils bougent, etc. Et si on les attaque, ils se dispersent. Il y a un effet un peu global du comportement. Au-delà de tous les individus, c'est une espèce de forme un peu globale qui génère, je dirais, la forme du groupe. Je prends par exemple les éléphants. Alors ça, c'est très intéressant, les éléphants, parce que là, c'est justement des éléphants qui sont groupés et ils sont en situation de défense. Ils sont en situation de défense. Là, il y a un lion qui rôde. Alors là, justement, c'est les défenses, la défense des défenses. C'est les gros qui on fait rentrer les petits, c'est les gros qui sortent leur défense, qui impressionnent. Et là, on est sur, je dirais, une dimension un peu, on pourrait dire, une espèce de matrice. Le groupe fonctionne comme une espèce de matrice, à l'intérieur duquel, finalement, les individus se réfugient. Il y a un peu cette idée, vous voyez, de cocon protecteur. Et effectivement, il y a une dimension, finalement, de l'appartenance à un groupe. On se sent en quelque sorte, par le groupe, on se sent protégé. On se sent plus fort, on est plusieurs. On n'est pas isolé, on n'est pas exclu, on n'est pas marginalisé. On est en groupe, il y a une dimension d'appartenance et de force qui émane. L'union fait la force. Le groupe, c'est aussi, je dirais, la protection derrière l'union, de certaine façon. Je prends un autre exemple, les oiseaux migrateurs. Vous voyez, qu'on voit, qui volent ensemble, avec des lignes, effectivement, là où peut-être, alors, il y a peut-être des rôles aussi, le leader. Mais effectivement, vous voyez que, je dirais, cette dimension groupale existe déjà chez les animaux. Et finalement, c'est chez l'homme, bien sûr, aussi. C'est une dimension complètement, je dirais, archaïque. Je dirais, nous sommes des, comme dirait, on est finalement nous aussi, on a hérité des structures biologiques, animales, depuis des millions d'années d'évolution. Voilà. Bon. Alors, plusieurs dimensions importantes. Encore une fois, c'est une psychologie sociale et pas individuelle. Et c'est vrai que, et je dirais que c'est vrai que la plupart de la psychologie restait très individuelle, la psychologie comportementale. Le groupe fonctionne comme une espèce de matrice intégrative, une matrice protectrice, une espèce d'œuf. Il fonctionne en fonction de logique environnementale, alors avec des processus de clôture et d'ouverture, je vais y revenir, liés finalement aussi à des processus d'osmose ou défensive. J'ai pris l'exemple des éléphants qui prennent, je dirais, qui prennent une position défensive face au lion. Et donc là, en quelque sorte, on va, je dirais, faire face, faire front. Et donc là aussi, je dirais, on est un peu, ça aussi je crois que c'est une dialectique qui traverse, on parle d'isomorphisme, mais c'est
les clôtures et ouvertures, c'est une dialectique qui traverse, je dirais, énormément de systèmes. Hein. Alors bien sûr, la dimension animale, mais également, je dirais, la position, y compris au niveau de notre corps. Hein. Quand je suis en position défensive, qu'est-ce que je fais? Je me rétrécis, je suis tendu, je fais face. Hein. Si au contraire, je suis en situation d'ouverture, je me sens bien, je me sens à l'aise, au contraire, je m'ouvre. Hein. Et donc, vous voyez que déjà, il y a cette dialectique ouverture-clôture par rapport aux groupes. Des groupes qui peuvent être sur des dimensions défensives ou des groupes qui peuvent être sur des dimensions ouvertes. Hein. Un peu comme des personnes. Chez les personnes, les individus, c'est pareil. Donc, vous voyez, là, on est bien sur une attitude défensive, faire front. Hein. Alors, bien sûr, aussi, en général, quand on est en situation d'environnement d'agression, on va se protéger, on va se fermer, on va se clôturer. Bon, c'est tous les arts martiaux. Ou au contraire, des dimensions d'ouverture et de fusion. Et donc, alors là, bon, j'ai pris la photo du pape, ça c'est la fusion presque fraternelle. Et en général, dimension d'ouverture. Et alors évidemment aussi, ça se traduit aussi par, je dirais, une dimension corporelle et une dimension aussi de proximité. Et finalement, là aussi, il y a eu la proxémie, et quand déjà, grosso modo, la proxémie, vous avez la distance intime. Et effectivement, quand on est dans des ouvertures, des fusions, on est sur déjà un espace, l'espace intime. L'espace intime, c'est dès que je peux vous toucher. Là, je ne suis pas encore dans votre espace intime, mais si je m'approche de vous et que je peux pénétrer dans votre espace intime, c'est que déjà je suis à portée de main d'une certaine façon. Après, on est sur un espace social. Voilà. Et donc, bien sûr, donc, vous voyez qu'on est sur des mécanismes, je dirais, d'ouverture, ou au contraire, donc des tensions. Voilà. Alors, déjà au sein des groupes, eh bien, on pourrait dire, si on continue un peu cette perspective, je dirais, cette dialectique ouverture-clôture, on est d'un côté, du côté de l'ouverture, en général aussi du côté de la communication, c'est-à-dire que la communication va être fluide, les gens vont se parler, vont avoir confiance. D'ailleurs, confiance, c'est confiance. L'inverse de la confiance, c'est quoi? C'est la méfiance. Donc, d'un côté, l'ouverture, la confiance, de l'autre, la méfiance. Et donc, bien sûr, l'incommunicabilité avec des processus aussi de marginalisation, de rejet, de désocialisation, de repli sur soi, de mépris, de déni. Et donc, vous voyez que je dirais, selon qu'on est sur des perspectives d'ouverture ou de fermeture, eh bien, on va avoir des effets qu'on peut essayer d'identifier un petit peu dans les groupes. En tout cas, il me semble que ces deux tensions, déjà, coexistent au sein des groupes et sont extrêmement importantes, je dirais, dans le fonctionnement du groupe. Alors, ça peut varier aussi. Des fois, un jour, on peut faire la fête, et puis le lendemain, on peut s'engueuler. Tout dépend aussi des événements, des histoires, etc. Alors, un des premiers à avoir compris cette structuration, finalement, de force attractive, c'est finalement de force attractive, c'est liaison et proximité ou répulsive, qui serait déliaison et distanciation, c'est Moreno. Quand je parle de force attractive, c'est un peu, finalement, c'est exactement, ça fonctionne exactement comme les aimants. Les pôles positifs qui s'attirent, et au contraire, les pôles négatifs qui sont la répulsion, attraction-répulsion. Eh bien, vous allez voir que finalement, on est un peu sur ces logiques d'attraction-répulsion. Quoi qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est sur ces dimensions. Et c'est une espèce de champ de force invisible, mais qui, si on y fait attention, existe. Alors, et justement, le sociogramme, d'après Moreno, il va mesurer les distances affectives entre individus, en essayant de voir les répartitions des sympathies et des antipathies ou des distances, et éventuellement qui est-ce qui se parle, qui est-ce qui ne se parle pas, de voir, je dirais, un peu le groupe, et d'essayer de voir quelle est un peu la grammaire relationnelle du groupe et de son champ. Alors, j'emploie le grammaire, c'est-à-dire, finalement, c'est une espèce de syntaxe d'organisation interne. Je prends la famille, des fois, le fils est plus proche de la mère, le cadet est plus proche de son petit frère, les aînés
il y a des fratries, bon, il y a des affinités, il y a des petits noyaux, il y a aussi des distanciations. Ça ne fonctionne pas de façon homogène. On voit que il y a une espèce de structure. Alors évidemment, ça change, je dirais, d'une famille à une autre, d'un individu à un autre, d'une relation à une autre. En fonction aussi, je dirais, des histoires, mais ça, ce sera les prochaines conférences, et de la mémoire collective, de ce qui s'est joué, etc. Alors, voilà par exemple un exemple de sociogramme. Donc ça c'était dans une école, une petite classe. Eh bien on s'aperçoit qu'effectivement, vous avez effectivement, vous voyez, des relations, des affinités. Donc c'est qui avec qui je parle, avec qui je m'entends, etc. Alors ça ne veut pas dire que là, il y ait des antipathies, mais il y a une espèce de configuration, une espèce d'atomisation, de positionnement. Alors, ce qui est marrant là ça révèle bien aussi peut-être deux dimensions aussi qui structurent les groupes. C'est la dimension du genre. Ici, on remarque, on s'aperçoit que, comme par hasard, dans ce groupe, il y a plutôt les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Mais ça, on le retrouve dans toutes les sociétés animales. Et dans toutes les sociétés animales aussi, un autre critère qui est très important, c'est bien sûr le critère d'âge, les jeunes et les vieux. Et évidemment, là aussi, donc, également aussi, on est sur des dimensions mimétiques ou des dimensions, je dirais, antagonistes ou complémentaires. Alors, bien sûr, là, en quelque sorte, ce que je veux dire, ils partagent les mêmes catégories d'âge, mais vous voyez que déjà, il y a une différenciation par le genre. Donc, en quelque sorte, vous voyez qu'il y a une structure profonde cachée dans les relations à l'intérieur de ces groupes. Alors par exemple, vous voyez, et on le voit, je veux dire, et ça c'est un exemple qu'on peut voir très facilement. Je regarde la configuration générale, je vois que vous êtes à côté, il y a une distance, je pense que vous connaissez déjà, sans vous connaître. Vous êtes venus ensemble tous les deux. Et oui, et voilà. Il n'y a même pas besoin, vous voyez, c'est visuel, c'est des positions, attraction, et puis distanciation. Je ne connais pas, vous voyez. Là, notre position est aussi une position corporelle, et c'est une position, c'est presque dans notre inconscient. Je veux dire, on est comme les animaux, quelque part. Je veux dire, il y a des attractions. Pareil, je vous vois tous les trois, vous êtes un triplé. Pas tout à fait, mais bon. En cas, vous vous retrouvez ensemble, bon, après il faudra approfondir, mais vous voyez, il y a une espèce de configuration générale, et il y a des places, des positions, et en général, ça veut dire aussi que forcément, être en groupe ou être dans le social, c'est forcément trouver aussi une position, trouver sa place en quelque sorte, trouver la place qui nous est assignée. Alors évidemment, après, il y a aussi, on le verra bien sûr, il y a des règles, des normes, il y a des places qui peuvent être aussi attribuées ou des conventions. Alors là aussi, par exemple, bien sûr, personne, en arrivant, est venu se mettre à la place du conférencier. Parce que c'est presque un tabou. Mais vous voyez que c'est une règle, c'est une règle qui fonctionne, mais c'est une règle, je dirais, dans aucun règlement à l'université, ça fonctionne tout le temps, bien sûr. C'est-à-dire que les étudiants se mettent bien à leur place d'étudiant, le professeur s'apporte. Mais il n'y a dans aucun règlement, vous trouverez, l'étudiant ne doit pas se mettre à la place du professeur. Et c'est des règles implicites qui fonctionnent, vous comprenez ? Ça fonctionne, je dirais, c'est presque dans notre inconscient collectif. Des comportements sociaux qui sont intégrés, de la même façon que je sais très bien, si je vais, s'il y a une file, eh bien, je vais me mettre dans la file. Il y a des conventions, il y a des règles, il y a des normes. Et donc, et il y a aussi, bien sûr, je dirais, il y a aussi des formes, des formes sociales qui sont, en quelque sorte, qui ont leur propre logique. Et qui structurent, je dirais, d'une certaine façon, les corps et les individus. Alors, plusieurs dimensions importantes peuvent découler du sociogramme. D'abord, il distribue, je dirais, l'ensemble des relations en fonction des critères d'affinité, de proximité. Évidemment, c'est sympathie, attraction, répulsion, ou antipathie, ou en tout cas... voilà. Donc là, donc ça veut dire que ça fonctionne presque comme, je dirais, une force invisible, selon l'attirance ou la répulsion. Donc ça fonctionne un peu comme la relation est une espèce de vecteur, des liens forts ou des liens faibles, ou
pas de lien, ou des antagonismes. Voilà. En tout cas, il y a bien quelque chose de dynamique. Et puis l'importance, bien sûr, des réseaux et de la communication à l'intérieur d'un groupe. C'est-à-dire qu'effectivement, plus il y a de proximité communicationnelle, plus on échange, etc., plus, bien sûr, je dirais, il y a attraction, et moins on échange, plus on ne se parle pas, plus on ne se voit pas. Et donc là, bien sûr, on est sur des formes de distanciation, ou même des formes de déni, qui peuvent aller, des formes de rejet, de rejet communicationnel, qui se traduisent par des distances sociales, ou de la non-reconnaissance. Bon. Là, je n'attaquerai pas toute la théorie de 2 jours sur la reconnaissance, mais on est en plein dedans, je veux dire. Le fait, effectivement, de ces reconnaissances symboliques à l'intérieur du social. Alors ça évoque effectivement l'idée d'un champ dynamique aussi, un peu presque un champ comme des aimants, un champ physique, des relations à l'intérieur du groupe, d'où l'appellation finalement, le premier à avoir l'appellation de dynamique des groupes, chez Lewin, un des premiers fondateurs de l'approche des groupes, alors bien sûr avec Moreno aux États-Unis, dans les années 1940, 1950. Mais ça, évidemment, ça indique aussi l'importance, encore une fois, de la place et de la position sociale et de l'espace qu'on occupe à l'intérieur, je dirais, de cadres sociaux. Et donc forcément, eh bien, entrer en groupe, c'est forcément trouver aussi une position. C'est trouver une place, trouver une position, et se positionner, quelque part. Voilà. Donc dans un espace social. Alors, donc d'où l'idée un petit peu de l'atome. On serait, pour Moreno, on serait un peu des atomes sociaux, en quelque sorte, avec des forces d'attraction un peu moléculaires. Donc là, par exemple, c'est une configuration. Ben, si il y a des petits points, des forces d'attraction. Ben, vous voyez, c'est un peu une espèce, je dirais, de molécules atomiques, mais bien sûr variables, en fonction des situations. Mais vous voyez bien qu'il y a des dynamiques et que c'est pas l'espace social est loin d'être vide. C'est un espace dynamique en permanence, avec des forces d'attraction, de répulsion. Ben, par exemple, comme on pourrait en mathématiques, on emploierait la notion d'attracteur étrange. Ben, comment se fait-il, par exemple, que vous soyez venu ce soir, une espèce d'attraction étrange. En tout cas, vous voyez, des attractions, répulsions, où il y en a d'autres qui ne sont pas venus. Et donc, vous voyez que ça fonctionne un peu comme, je dirais, presque un peu sur le même champ ou le même modèle que le champ physique. Alors, la notion de champ, on la retrouve aussi d'ailleurs chez Bourdieu, en sociologie. Chez Lewin, bien sûr, chez Moreno. Alors, également, on pourrait parler de vision gestaltiste, de la Gestalt, issue de la Gestalt de la psychologie, ou psychologie de la forme en allemand. La Gestalt, c'est la psychologie du fond ou de la forme, ou du champ, qui privilégie en général la configuration générale sur les caractéristiques individuelles. Autrement dit, ce qui est important, c'est la composition d'ensemble sur la dimension, je dirais, individuelle ou de la partie. Avec, c'est sa célèbre phrase, le tout est supérieur à la somme des parties. Ce qui est important, c'est la totalité organisée et pas tellement les parties individuelles. Ce qui va donner lieu, on verra par la suite, à l'approche structuraliste et systémique par rapport à une approche. Alors évidemment, c'est une approche qui s'oppose d'abord à une approche purement behavioriste en termes de psychologie, stimulus-réponse. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, encore une fois, c'est pas une espèce de comportement mécanique. Alors ça, c'est la psychologie, je suis d'accord, du début du XXe siècle, mais où on est sur des espèces de mécanisation de comportement. Non, ce qui est important, c'est effectivement la situation, c'est le cadre, et c'est, je dirais, la forme d'ensemble. Là, je pourrais parler. Alors, si je me rappelle d'un conférencier allemand qui était venu et qui parlait par exemple de la Gestalt de la salle. Il y a une espèce de Gestalt de la salle de forme générale qui
qui peut changer une configuration. Et donc, bien sûr, cette approche, elle s'oppose à l'approche analytique qui, elle, au contraire, décompose, atomise, et va chercher vers l'individu, les différences atomiques. Or, là, c'est pas l'atome qu'on cherche, c'est la configuration, je dirais. Voilà. Et donc, il faut passer, je dirais, d'une logique des parties ou des éléments. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous, cette figure? Oui, ça pourrait être les différentes phases de la Lune, tout à fait. Bon, en fait, là, j'ai décomposé. C'est-à-dire, j'ai fait ma décomposition analytique. Mais en décomposant analytiquement, ça perd toute signification. La véritable signification, elle est là. Et donc c'est ça, décomposer, analyser, décomposer, couper. Si je coupe mon ordinateur, je décompose, il ne va plus fonctionner. Peut-être que je vais voir de quoi il est composé, mais je vais le casser. Et effectivement, on pourrait dire, vous voyez, c'est un peu déjà une science de la division, de l'analytique. Je coupe, une science au contraire de la composition. Ou de l'organisation, et d'une certaine façon du vivant. Vous voyez, et donc tout ça pour dire que ce qui est important, c'est pas la partie, c'est pas tellement les parties qui sont importantes, c'est la totalité organisée, c'est-à-dire c'est la dimension, je dirais, syntaxique, grammaticale, organisationnelle, structurelle. Ce sont les structures à l'intérieur des systèmes qui sont importantes. Et à la limite, bon, je deviens bavard, donc forcément je vais dépasser le temps. Mais à la limite, vous voyez que je peux même changer, quand je chante par exemple la Marseillaise. Et si je la mets un ton plus grave, vous reconnaissez quand même la structure de la Marseillaise. Or, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé toutes mes notes une à une. De sol, do, ré, mi, fa, sol, de fa, je passais à sol. Et en fait, j'ai changé toutes mes notes, mais j'en connais quand même la structure de la Marseillaise. Donc ça veut dire que l'air, il n'est pas dans les notes, il est dans la structure, dans les relations. Il est dans les relations. Tout est dans les relations. De la même façon, je dirais, on est aussi dans des identités collusoires, c'est-à-dire que nos identités les plus profondes sont la plupart du temps des identités par rapport. On pense que nos identités, mais en fait, ce sont des identités relationnelles. Alors ça, c'est Laing qui parle d'identité collusoire. Prenons l'exemple d'une femme qui a un enfant. Donc elle est mère. Mais elle est mère, pourquoi? Parce qu'elle a un enfant, mais si elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mère. Donc son identité profonde de mère n'est qu'une identité relationnelle par rapport à sa fille. Pareil, je suis fils d'eux, oncle d'eux, neveu d'eux, ami d'eux. Et en fait, on est toujours, il n'y a pas d'identité, on est dans des dimensions relationnelles, dans des identités collusoires. Et donc aussi, bien sûr, dans des structures communicationnelles. Bon, alors ça, c'est la déformation, parce que je suis en sciences de l'information et de la communication. Donc, pour résumer, on pourrait dire que le groupe est une forme sociale. Il constitue une forme dynamique qui est faite de tensions. Il assure également des positions sociales avec soit des exclusions, soit des inclusions. Ça peut fonctionner aussi comme des clôtures ou des rejets. Il y a des forces endogènes. Il constitue la trame d'une signification sociale. Alors effectivement, quand je dis la trame d'une signification sociale aussi, avec des places et des rôles aussi qui vont se distribuer, ou des genres, le jeune, le vieux, les anciens, les jeunes de quartier. Et bien sûr, je dirais, ça fait partie de cette dimension signifiante. J'aime bien ce mot de Bourdieu qui dit « ce qui n'est pas signifiant est insignifiant ». Ce qui n'est pas signifiant est insignifiant. Eh bien, le fait d'être ici homme ou femme, vieux ou âgé, c'est signifiant. Parce que vous voyez que ça marque des places, des positions, des rapports. Et c'est signifiant dans le champ social.
Voilà. Voilà. Donc, signification sociale de par son organisation propre, et donc on pourrait dire qu'il définit un petit peu la place de chacun à l'intérieur du groupe. Alors, comme le rappelle Didier Anzieux, dont je vais montrer la couverture tout à l'heure, le terme de groupe, en fait, n'a pas toujours existé. Alors, effectivement, il a été très développé à partir des années 50, surtout 60, 70, la dynamique de groupe. En France, on ne parlait que de ça. Mais, effectivement, le terme de groupe serait apparu dans le langage en Italie vers le XVIe siècle à peine. Avant, il n'y avait pas ce mot-là. Et il constituait la représentation picturale d'un ensemble de personnes pour désigner un groupe de personnes à l'intérieur d'une toile. C'est-à-dire, c'est une espèce... Le groupe, c'était un peu là. Il gruppo. Je dessinais il gruppo des personnages. Donc des personnages, je dirais, mis ensemble dans une scène de tableau. Voilà, donc on est un peu finalement sur une représentation et sur une image, je dirais, de personnage. Et c'est cette représentation qu'Anzieux a choisi pour illustrer son ouvrage consacré au groupe et à l'inconscient, justement pour explorer l'imaginaire groupal. Donc voilà, donc tout à l'heure on était à la recherche de bouquins éventuellement à lire. Donc le groupe et l'inconscient, l'imaginaire groupal. Et donc vous voyez que la photo, effectivement, c'est une scène de la vie quotidienne. Enfin, de personnages attablés autour d'une table, mais vous voyez qu'il y a une espèce de psychologie là aussi sociale avec des places, évidemment il y a une dynamique de groupe d'une certaine façon. Alors évidemment avec et bien sûr ce qui me permet de faire la transition avec la deuxième partie un peu sur l'imaginaire et l'imaginaire groupal. Alors, le concept d'imaginaire, il a été étudié sous de multiples approches disciplinaires, bien sûr dans les lettres. Finalement, quand on fait un roman, on est aussi dans l'imaginaire, le côté fictif des romans. On raconte narratif, les contes. C'est de l'imaginaire. Bien sûr, dans les sciences humaines, alors bien sûr la psychologie, et notamment la psychologie, alors peut-être la psychologie des foules, avec un ancien auteur qui s'appelle Gustave Le Bon. Effectivement, ça commence aussi par cette psychologie des foules. La philosophie, l'anthropologie, l'esthétique, la psychanalyse. Bon, on pourrait citer effectivement un certain nombre d'auteurs, Gustave Le Bon, Claude Lévi-Strauss, bien sûr l'anthropologie structurale, Dumézil, Bachelard, Durand, ou encore bien sûr Jung. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Jung, l'œuvre de Jung. Castoriadis, l'institution imaginaire de la société. Alors, à l'intérieur des groupes, je pourrais citer bien sûr Mélanie Klein, qui était en Angleterre, le Tavistock Institute of London, qui s'est intéressée à l'imaginaire groupal, en même temps qu'Anzieux, et puis je citerai René Kess, ici, qui est effectivement là aussi qui s'intéresse au sujet et qui parle d'appareil psychique groupal. On va y revenir. C'est-à-dire qu'il y aurait une espèce, si vous voulez, comme il y aurait un appareillage, je dirais, psychique à l'intérieur de chaque individu, eh bien, au niveau des groupes, il y a aussi des appareillages, un appareillage psychique. Les groupes pensent, je dirais, il y a une ontologie cognitive des groupes à l'intérieur des groupes, effectivement, peut-être avec des positions, le mère, la père, le fils, tout ça, ce sont des marqueurs, ce sont des... Et bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a aussi, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, eh bien on va sabler tous attabler à table. C'est pas chaque individu dans son coin, c'est aussi un collectif qui s'agence en permanence. Voilà. On va revenir un petit peu sur ces notions. Alors j'ai trouvé une définition là intéressante, Wikipédia, qui donnerait une définition de l'imaginaire. Alors, il dirait que l'imaginaire serait à l'œuvre tant au niveau individuel que collectif. Il se dévoile de façon complexe dans les actes communautaires et sociétaux, lorsqu'ils sont analysés, les modes de vie, les croyances, les récits, les objets, et les industries qui les fabriquent. Tout ça, ça fait partie de l'imaginaire.
quelque part, je dirais, un vers, ça fait partie de l'imaginaire presque technique, nos sociétés, nos cultures, ça fait partie aussi des formes. Voilà. Et donc l'imaginaire constitue un point d'articulation entre, je dirais, la personne et le collectif, et je dirais, bien sûr, et finalement, les formes sociales. Alors si, effectivement, on admet qu'il y aurait en quelque sorte une espèce, au-delà de chaque instance, il y aurait des formes un peu, je dirais, culturelles et sociales qui dépasseraient les individus. Mais déjà, je prends la langue. Est-ce que la langue m'appartient en propre? Eh bien non. Et puis, même mes pensées que je pense les plus intimes ou les plus personnelles, eh bien, pour les exprimer, il faut que ça passe par le code collectif de la langue. La langue est un collectif d'usage. Donc, déjà, je suis traversé en quelque sorte par une espèce de langage symbolique qui relève de la collectivité, qui relève de la culture. Je suis habité d'une certaine façon. Ce n'est pas moi qui habite la langue, c'est la langue qui m'habite, d'une certaine façon. Voilà. Donc, ça pourrait être compris comme un dynamisme organisateur des images qui leur confère une profondeur en les reliant entre elles. L'imaginaire, c'est donc pas une collection d'images additionnées, mais un réseau où le sens est dans leur relation. Je trouve que ça, c'est une très bonne définition. L'imaginaire n'est donc pas une collection d'images additionnées, et pour moi, l'imaginaire, je dirais, c'est même, je dirais, en permanence, je dirais, il ne faut pas croire que l'imaginaire c'est purement fictif. L'imaginaire, finalement, ce sont toutes les images que je peux me faire, y compris les images, je vous vois. Et là, en quelque sorte, ça fait partie aussi. L'imaginaire, c'est aussi, je dirais, l'imaginaire de la réalité, où je peux déterminer, ça fait partie, je dirais, d'un système d'images aussi. Bon. Voilà, donc c'est une définition. Alors, j'ai essayé de pointer, là aussi, je ne prétends pas à une universalité, une exhaustivité, mais pour moi, de pointer quelques points importants de cet imaginaire. D'abord, c'est avant tout, je dirais, une production sémiotique, c'est-à-dire que c'est avant tout une production symbolique, faite d'images, de discours, de représentations du réel, d'idéologie et de culture. Et finalement, c'est tout ce qui, derrière cet imaginaire, tout ce qui se réfère à l'organisation du sens et de la cognition chez les humains par l'intermédiaire des signes et des langages. Et donc, je dirais, l'imaginaire, en quelque sorte, ça fonctionne aussi avec une dimension symbolique. Peut-être là, juste, et je dirais là aussi, c'est à mon avis, c'est la bascule qui a fait basculer justement à un moment donné l'humanité hors, je dirais, de la nature, pour basculer dans la culture. Et c'est justement cette rupture sémiotique, c'est-à-dire que c'est la première fois où l'homme a inventé le signe. Eh bien, c'est finalement, c'est ce qui l'a distingué, je dirais, de l'animalité. Et donc, alors bien sûr, il y a eu le feu avant, mais c'est surtout, je cite Bougnot qui dit « l'homme descend du cygne ». Et donc, nos imaginaires sont aussi des systèmes symboliques, d'images, je dirais, de signification, de sens, l'alphabet, les images, la télévision, tout ça, ça fait partie, je dirais, ça nourrit sémiotiquement, je dirais, nos esprits, et finalement, l'homme vit énormément de signes, et on vit effectivement, et on a la capacité en plus, au mot Faber, de fabriquer nous-mêmes nos propres signes, ou nos propres artefacts, ou de fabriquer, encore une fois, un micro, une table, et qui ne sont pas dans la nature. Et donc, vous voyez que c'est l'accession par la pensée symbolique, qui est aussi une pensée, je dirais, une pensée aussi qui va, je dirais, servir aussi à élaborer. Voilà, donc cet imaginaire, c'est une production symbolique, sémiotique,
Et bien sûr, en lien avec l'organisation du sens et de la signification. C'est également une écologie de l'esprit, qui est à la fois produite par l'esprit, mais aussi perçue par l'esprit. Et je dirais, dans l'imaginaire, il est à la fois, je dirais, c'est un imaginaire, voilà, à la fois je perçois, donc à la fois j'intériorise, et à la fois je peux extérioriser. Vous voyez, ça va dans les deux sens. C'est pas, voilà. Donc quand je dis une écologie de l'esprit, je pourrais dire, si on veut, c'est un processus psychique. Et je dirais, c'est même un processus psychique. Bon, évidemment, ça va nous conduire, bien sûr, le phénomène le plus psychique qu'il y a, c'est bien sûr le rêve, ce qui nous conduira tout à l'heure, bien sûr, à ces dimensions du rêve. Et là, avec le rêve, on est bien dans l'imaginaire, en fait, dans les images, et vous voyez, dans cette articulation sémiotique, symbolique, qui est profondément en nous. Qu'est-ce qu'il y a derrière le rêve? Est-ce que finalement c'est nous qui sommes dans le rêve? C'est nous-mêmes. Voilà. Donc c'est une pensée symbolique aussi qui nous aide à forger des cartes ou des représentations du monde. Alors évidemment, là aussi, et je dirais, c'est des espèces de grilles de lecture. Bon, je ne vais pas insister sur la distinction que fait Gorbinsky entre la carte et le territoire. Mais effectivement, ce sont des représentations, ce n'est pas la réalité exacte. En quelque sorte, je dirais, c'est des représentations. Là, par exemple, pour illustrer des fois, je demande à un étudiant, montrez-moi où est Paris sur cette carte. Alors, évidemment, nous, on est à Lyon, là, on me dit, c'est là. J'ai dit, mais attendez, c'est là, attendez. Et si on est à Lyon, vous me dites, c'est là. Non. Ah oui, mais c'est là, oui, mais c'est la représentation de Paris qui est sur la carte. C'est pas la, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence. Et bien sûr, on ne procède que par représentation. Ce n'est jamais, qu'est-ce que le réel? Bon, ça... En tout cas, ça passe forcément par une médiation, je dirais, symbolique. Donc, c'est également une pensée symbolique qui nous aide à nous forger des cartes ou des représentations du monde. Alors, également, ce qui me semble important de bien signifier, c'est attention à nos imaginaires, parce que, je dirais, il peut avoir double sens cet imaginaire, à l'œuvre dans le social, à l'œuvre, je dirais, dans la sémiotisation, dans les langages. Il peut être à la fois laurent, c'est-à-dire qui nous trompe. Si je vous indique, je peux vous tromper, je peux vous leurrer. Alors, là, on peut reprendre le concept d'illusion groupale chez Anzieux. Effectivement, est-ce qu'on risque pas de se perdre aussi dans l'identification au groupe ou dans la psychologie des foules, chez Gustave Le Bon, les foules qui sont manipulables. Les paniques, les machins, des fois c'est... donc l'individu peut-être perdre presque la raison. Voilà. Le concept d'illusio chez Bourdieu, finalement, ça c'est intéressant parce que finalement, quand on dit qu'est-ce que le réel et de quoi il est fait et finalement qu'est-ce que c'est que l'illusion, l'illusion finalement c'est, je dirais, c'est... oui, pour bien prendre... je vais prendre l'exemple d'un grec, imaginons un grec au IIIe siècle qui se trouve à Athènes et qui invoque Athéna, bien sûr il va parler grec, il va invoquer Zeus. Bon, évidemment, ça nous paraîtrait aujourd'hui une espèce d'une illusion. C'est comme si, moi je pourrais imaginer la vie des Romains, ils sont fous ces Romains, dirait Astérix. Et effectivement, quand on regarde finalement les civilisations, je dirais les vagues sémiotiques qui nous ont précédés, eh bien on voit qu'on change complètement de sens, de signification, et que, peut-être l'Empire romain, ça a été une illusion de l'histoire. Un peu le Troisième Reich, qui devait durer 1000 ans, ça a été une illusion de l'histoire. Qu'est-ce que c'était? Ça s'est effondré. Ça n'a pas tenu. Donc, vous voyez que
on est, je dirais, d'un point de vue, je dirais, temporel, il y a des vagues sémiotiques, des vagues culturelles, mais ces vagues culturelles sont portées par des systèmes de signification, de croyances, d'idéologie, d'imaginaire. Hein. Voilà. Hein, et donc, et même, alors il est leurrant aussi, au sein même d'ailleurs aussi de la science, avec qui fonctionnent aussi comme des formes idéologiques ou même scientifiques, qui fonctionnent comme des croyances, mais attendez, même au sein de la science, à une époque, on pensait que la Terre était plate. On a failli brûler Copernic parce que, mais non, c'est le Soleil, mais l'Église disait que ce n'était pas ça. Quand on s'est foutu de la gueule de l'abbé Lemaître, qui avait théorisé l'origine de l'univers, alors qu'on pensait que l'univers existait toujours de façon intemporelle, et pour se moquer de lui, le Big Bang. Et puis, ça c'est les années 1900. Le terme Big Bang, c'était pour se foutre de lui. On s'est foutu de la gueule de Darwin, les singes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que on a en commun avec les chimpanzés presque 95% de notre ADN. Bon, donc, imaginaire Laurent, ou encore une fois, dans les techniques des informations, l'Algérie française. L'Algérie française, une époque, en 60, on a fait la guerre pour l'Algérie française. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de signification. Donc, et c'est des imaginaires, ça travaille, ce sont des idéologies. Et donc, ça fonctionne effectivement comme des croyances dans lesquelles, effectivement, je pourrais dire, qui nous paraissent comme étant la réalité, la vérité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr d'avoir atteint, peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, quand on regardera notre époque, qu'est-ce qu'on se dira? Est-ce que c'est pas aussi illusoire que mon grec au IIIe siècle? Ouais. Donc, on est un peu sur ces formes-là. Mais en même temps, il est réalisant. C'est-à-dire que, il va cadrer nos activités humaines, il va donner de la signification, il spécifie certaines logiques d'action, et l'imaginaire, donc en définition des normes, des règles du jeu, des dispositifs d'action. Et donc, il constitue également une dimension projective. Alors, dimension projective par des processus d'identification, de cadres cognitifs, théoriques, qui sont nécessaires à l'action. Voilà, donc il est aussi réalisant, c'est-à-dire que, je dirais, ce sont par ces catégories cognitives aussi que, ça me permet effectivement, je dirais, d'agir, et voilà, d'agir, mais aussi de m'identifier, de me positionner, et bien sûr par rapport à une espèce d'imaginaire, encore une fois, de catégories existantes. Alors évidemment, je ne m'identifie plus à Zeus. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je vais m'identifier à Coca-Cola. Peut-être que je vais m'identifier à Nike. Peut-être que je vais m'identifier à celle qui le vaut mieux, parce que vous le voulez bien. Et là, on est sur des dimensions de contrat narcissique aussi. Et quelque part aussi, ça c'est je suis trop bavard. C'est le livre de Créalé, Le masque et la marque. Et il fait un parallèle entre le masque et la marque. Et finalement, le masque, c'est la tribu emblématique, totémique des tribus. C'est un peu les ancêtres, c'est ce qui descend de la tribu, c'est la continuité. Et la marque, les marques modernes sont des marques symboliques et des marques d'identification. Et quelque part, les marques nous captent. C'est des puissances symboliques. Vous connaissez tous Coca-Cola. Mais, est-ce que je dis aussi, mais est-ce que vous pouvez me dire le nom de votre arrière-grand-père? Donc, puisqu'on parle de mémoire collective, vous voyez, on est tous imprégnés de Coca-Cola. Mais toutes nos histoires et machin, c'est dans l'oubli, c'est passé. Mais vous voyez, c'est aussi une colonisation sémiotique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des signes aussi et des systèmes de signification. On sait tous ce que c'est Coca-Cola. Donc vous voyez comment on est imprégné, je dirais, capté par le système sémiotique. Bon. Alors,
la dimension projective aussi de cet imaginaire, ça c'est, je dirais que, je crois que c'est ce qui me sidère le plus, c'est cette, je pense que une des fonctions les plus puissantes de la psyché humaine, c'est la dimension projective. C'est-à-dire cette capacité à se projeter. Et quelque part, et bien sûr, cette capacité projective, elle est à l'intérieur, je dirais, donc d'un processus d'imagination, qui peut devenir réalisante, mais c'est cette capacité aussi qui est nécessaire à toute action. Si vous êtes là ce soir, si je suis là ce soir, c'est que je me suis projeté. Ce matin, depuis, j'ai été stressé, machin. Mais vous voyez qu'on se projette. On se projette. Comme on conduit dans l'espace, eh bien on se projette dans le temps. On est en permanence en train de se projeter. Et même le moindre acte, c'est une projection. Je vais attraper ce petit objet. Je projette mon bras. C'est une projection. C'est la capacité. Pour moi, je crois que c'est la dimension la plus importante de la psyché humaine, cette capacité à se projeter. Et donc, alors, ces projections, bien sûr, elles peuvent constituer aussi des formes idéalisées de projection de soi. Là, c'est Kaufmann. Finalement, je me projette aussi dans mon... Alors, je dirais, le soi, c'est notre personnage social. Mais effectivement, qu'est-ce que je vais mettre, comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais dire, c'est notre soi. En permanence, on est sur les projections de soi. Comme dit Kaufmann aussi, il peut y avoir plusieurs stratégies d'ailleurs du soi. Il cite l'exemple d'Albert, par exemple, qui est sur la plage. Alors, il peut faire Albert l'intellectuel. L'intellectuel, il va prendre son bouquin, machin. Oui, Albert Gris, c'est un intellectuel. Ou Albert, le costaud, le jeune. Il va rouler des mécaniques, il va faire du footing. Et donc tout ça, c'est des identifications, des processus de projection. En permanence, on se projette. On se projette et on projette aussi sur les autres. Aussi. Alors, ce qui me semble intéressant aussi, c'est pour bien voir aussi comment ces imaginaires fonctionnent, parce que, malgré tout, ce sont, je dirais, des instances de forte puissance. On n'imagine pas la puissance de ces imaginaires. Rendez-vous compte, 14-18, au nom de la patrie, combien de morts au nom de cet imaginaire national. Vous vous rendez compte? Prenons des formes idéologiques. Vous vous rendez compte la puissance psychique? C'est énorme. Sur le social. Donc, c'est ça. Là, oui, il y a un devoir de conscience, en tout cas de réflexion. Il faut, attention, ces imaginaires le rendent. Toujours, vous voyez, et vous voyez qu'on peut facilement se laisser prendre, et comment l'histoire se laisse prendre dans des filets sémiotiques et dans les imaginaires. Alors, et là aussi, bien sûr, derrière ces imaginaires, il y a des espèces de formes idéalisées, de valeurs, et je dirais de contrats narcissiques dans lesquels on va se projeter, qui sont comme des miroirs, et dans lesquels je vais me réfléchir. Et je vais me projeter. En quelque sorte, j'ai cette dimension de projection, d'idéal de soi. C'est ce qu'appelle, c'est aussi ce que Freud appelle le surmoi, qui n'est pas le véritable moi. Et donc une espèce de projection, peut-être alors, de la famille, d'idéal. Enfin, là, je pense qu'il y aura de quoi faire pour les prochaines conférences. Mais effectivement, vous voyez, une idéalisation. Et effectivement, qu'est-ce que tu veux devenir? Et vous voyez qu'on n'arrête pas aussi, je dirais, d'idéaliser ou de valoriser. Et donc, tout ça, ce sont des fonctions, je dirais,
au niveau de l'imaginaire. Alors ce concept de contrat narcissique, c'est Castoriadis Solani en 1975, qui serait des espèces de surmoi sémiotiques, a été travaillé, notamment comment ça se fabrique aussi. En fait, ça se fabrique, c'est une construction, je dirais des espèces de surmoi, un peu comme il y a une espèce d'idéal d'un footballeur, du héros. Et donc, à travers, bien sûr, l'identification, finalement, à des mythes, à des héros, à des histoires, à travers une culture, une idéologie dans laquelle, finalement, qui va fonctionner un peu comme un miroir, comme un système, je dirais, on est un peu, les mythes et les héros, c'est un peu le totem, c'est un peu le culte des ancêtres. Alors vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, on parle d'imaginaire, on est dans des sociétés rationnelles, etc. Mais si je prends, regardez, moi je suis dans une université qui s'appelle Jean Moulin. Jean Moulin, c'est quoi sinon déjà, il donne son nom, un patronyme, c'est un mythe. Il fonctionne même. D'ailleurs, si je regarde bien, où c'est qu'il est enterré, Jean Moulin? Il est au Panthéon. Et le Panthéon, c'est quoi? C'est tous les Français dignes de la nation française. C'est le culte des ancêtres, des formes tribales. Mais est-ce qu'on est vraiment moderne? On croit qu'on est passé à des rationalités, mais on a plein de fonctionnements archaïques. Je veux dire que déjà, effectivement, on reste sur des dimensions totémiques. On croit que c'est rationnel, mais ça fonctionne de façon archaïque également, enfin, archaïque symbolique. Vous voyez, la République française, elle fonctionne comme, je dirais, les totems des tribus primitives, d'une certaine façon. Voilà. Donc, je dirais qu'on est sur des dimensions, encore une fois, totémiques, archaïques, du sorte de culte des ancêtres, sorte de filiation symbolique à des formes ou des entités valorisées, dans cette perspective. Et donc, voilà. Alors, je reprends André Misna, par exemple, en 1979, qui a montré comment, par exemple, chez les jeunes pilotes, bien sûr, on va leur inculquer le culte de Mermoz, Mermoz qui devient la référence, le héros qu'il faut imiter, et donc dans l'aviation. Et ça permet aussi, je dirais, de naturaliser, je dirais, de rentrer, je dirais, dans cet univers symbolique qu'est l'aviation, que sont les héros, l'histoire. En quelque sorte, on rentre dans l'histoire, on fait partie de l'histoire, et on prolonge l'histoire. C'est la narrativité, mais qui reproduit en quelque sorte, je dirais, l'histoire. Si je veux appartenir au clan, il faut que je connaisse l'histoire du clan. Et, je crois que ça renverra encore sur les autres conférences. Mais on est dans des narrativités. Et donc, l'identification au mythe de Mermoz, et c'est une espèce de contrat narcissique, c'est un héros qu'il faut imiter. Alors, qui sont... Donc, les identifications aux mythes et les contrats narcissiques sont étroitement liés et constituent des mécanismes d'identification opératoires et symboliques. Et un peu, et bien sûr, une espèce de mimésis aussi, de mimésis projective. Où, après, quand on est jeune, on aime le football, on est tous Zidane. On va s'identifier à des héros. Voilà. Et quand je regarde finalement la façon dont sont construits, je dirais, les disciplines à l'université, on est en plein là-dedans. Les constructions disciplinaires, que je prenne la médecine, la physique, l'anthropologie, les sciences de l'information, la philosophie, eh bien, je prends le bouquin de Laplantine, l'anthropologie, eh bien, à l'intérieur, j'ai que des anthropologues, Lévi-Strauss, machin, et voilà. Et donc, ça, c'est l'anthropologie. L'anthropologie, c'est les anthropologues, c'est la vie des anthropologues. Je prends, mais est-ce qu'on va parler de Bernard, qui était en médecine? Non, ça c'est hors champ. Par contre, je prends la médecine, qu'est-ce que je vais trouver? Pasteur, machin. Je prends le champ physique, c'est pareil. Vous voyez, il y a une espèce de mythologie, je dirais, de personnage, d'histoire qui a été de savants, en tout cas, qui, je dirais, symbolise que vous êtes bien dans le champ. Qui sont un peu comme des ancêtres et qui, en quelque sorte, qui fonctionnent comme une autorité symbolique. Vous êtes bien, vous n'êtes pas trompé de porte ou de maison. C'est
voilà. Donc, vous voyez que là, on est sur des formes un petit peu... voilà. Alors, évidemment, aussi, pareil, je dirais... Là, j'ai pris des disciplines, mais c'est pareil au niveau des professions. Je veux devenir comptable, je veux devenir architecte. Bon, il y a tout ce travail, je dirais, de maturation, de cognition, d'imaginaire. On ne devient pas comme ça du jour au lendemain, je ne sais pas moi, architecte ou médecin. Vous voyez, c'est un long processus, je dirais, de culturation, enfin, de processus sémiotique. Et un processus qui travaille encore une fois, sur cet imaginaire. Oui, alors, donc, encore une fois, l'imaginaire, ce sont des formes psychiques extrêmement puissantes. On peut dire que ça relève de la noologie, ce qu'Edgar Morin appelle la noologie. C'est-à-dire que finalement, ce serait le monde des idées, des images. Alors, j'ai bien aimé, ça c'est le 4e tome de la méthode, là aussi, si vous avez des désirs de lecture, je vous le recommande. Et effectivement, le sous-titre est très intéressant, les idées, leur habitat, leur vie, leurs mœurs. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une vie autonome des idées, ou en tout cas, qui se développerait, et dont on serait quelque part, eh bien, nous, on serait un peu le support des idées. On a des idées, mais peut-être que des idées nous ont aussi. On habite des idées, mais nous sommes habités aussi par des idées. Et pareil pour l'imaginaire. On a un imaginaire, mais nous sommes habités par cet imaginaire. Donc, ce sont encore une fois, des puissances de captation extrêmement importantes qui peuvent aller jusqu'au sacrifice des sujets, aux morts, au sacrifice. Vous voyez, c'est quand même... Bon, on va pas rechanter Brassens, mourir pour des idées, l'idée est excellente, mais... On est dans des formes de l'imaginaire qui... C'est pas simplement en l'air, c'est puissant. Voilà. Alors, donc également, bon, bien sûr, on est aussi sur cette notion, là, je dirais, de miroir narcissique, qui sont des formes sur lesquelles on s'identifie, on renvoie son image. Je ne sais pas, il y avait un excellent film, évidemment, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, il y a un petit moment, c'est intitulé La haine. Et on voyait effectivement dans les banlieues, effectivement, c'est un film dur. Et il y avait un jeune, effectivement, et à un moment donné, il y a une scène où on le voit devant la glace, salaud, connard, la merde, il se bat contre sa propre image qu'il a envoyée. Et ça institue la relation que lui-même, ensuite, joue dans son personnage. Voilà. Et vous voyez que les miroirs narcissiques, c'est toujours un petit peu aussi ce système, à la fois de miroir qui nous renvoie et qui revient en permanence. Donc, c'est également des espèces de surmoi sémiotisés. Alors, là aussi, le surmoi idéal du cadre. Alors, par exemple, je peux vous citer le livre de Logov, l'emprise de l'organisation, qui parle du surmoi idéal du cadre, c'est-à-dire qui serait super efficace, machin, etc. Bien sûr, ça sert, en fait, c'est un idéal narcissique, je dirais, qui sert à rendre les gens productifs, au nom de l'efficacité. Donc, on va, en quelque sorte, on va se projeter dans cet idéal du cadre efficace, etc., jusqu'à se perdre d'une certaine façon, jusqu'à se leurrer. Et effectivement, et des fois, si ça dérape, eh bien, c'est un effondrement, parce que là où on pensait qu'on serait efficace, etc., on s'aperçoit que le lendemain, on a toujours joué ce rôle, on s'est identifié, c'est son valeur, c'est ce qui nous porte, etc. C'est le sens. Et puis du jour au lendemain, on est licencié. Donc ça c'est l'effondrement psychique. C'est l'idéal qui s'écroule, c'est les valeurs qui s'écroulent, c'est la fin, c'est des effondrements de sens, de signification. C'est l'écroulement, c'est la tour. C'est exactement comme la crise amoureuse. Oh, il m'aime plus. J'ai perdu, il m'aime plus.
je perds tout ce qui était valorisé. Et ça nous tient, etc. Mais ça peut aussi s'effondrer. C'est aussi des effondrements symbiotiques. Je prends, je sais pas moi, je prends les gens les anciens communistes, l'empire communiste qui s'effondre. Il s'effondra. C'est un effondrement sémiotique. Il s'effondre avec eux. L'avare. Oh, j'ai perdu ma fortune. Bon. Donc vous voyez, il y a des systèmes de valorisation et de tension. Et effectivement, alors je dirais, et si cet idéal s'effondre, il peut y avoir des ruptures, encore une fois, sémiotiques. Alors également, on pourrait parler, bien sûr, de cette dimension aussi d'assujettissement, alors notamment avec le groupe et le sujet du groupe de René Caes, qu'on va voir un petit peu. Alors, le groupe et le sujet du groupe, finalement, on serait tous un peu des sujets du groupe, c'est-à-dire qu'en finalement, on serait dans une dimension, je dirais, d'assujettissement au groupe, à la famille, c'est-à-dire, par exemple, eh bien, dans la structure familiale, je suis soit père, soit mère, soit fils, soit fille, et en quelque sorte, je suis assujetti. Je suis sujet de la famille, je suis membre de la famille. C'est un peu comme le roi et les sujets du roi. Quelque part, j'appartiens à cette... mais quelque part aussi, on appartient à la famille. On est sujet de la famille, mais quelque part aussi, on appartient à la société, ou on appartient à des institutions, ou à des organisations. Et quelque part, alors bien sûr, mais là aussi, je serai un agent, je serai... un cadre, un fonctionnaire, un ci, un là, mais c'est aussi un assujettissement. Ça fonctionne aussi comme des dimensions d'assujettissement. Donc c'est un peu aussi, derrière c'est un peu la métaphore aussi d'une espèce de corps social, encore une fois, dont nous serions finalement des sujets, mais aussi des membres. Finalement, c'est-à-dire que ça, je dirais, encore une fois, ça fonctionne comme une unité et puis des différenciations. La famille étant en quelque sorte, je dirais, le corps et les membres, les membres, je dirais, constituant ce corps. Dans les corps sociaux, alors là c'est très... les rites universitaires, par exemple, là il y avait mon président, alors, il appelait d'abord le CPE, le président de la région, le capitaine. On est bien dans des corps constitués. C'est le corps de la nation. Voilà, on est donc dans cette dimension, effectivement, du sujet. On est assujetti. On est passé en termes de sujet. Voilà. Alors, René Caes fait l'hypothèse donc, de ce concept d'appareil psychique groupal. C'est-à-dire, finalement, nos cognitions ne seraient pas indépendantes, mais elles seraient bien sûr reliées, en fonction, bien sûr, des cartographies, des conditions, des imaginaires. Et effectivement, on pense aussi, forcément, avec les gens qui sont là, qui nous entourent, dont on sait que... voilà. Et je crois que le point le plus fort de René Caes, donc encore une fois, le groupe est le sujet du groupe, là aussi, pour ceux qui veulent creuser, c'est très important. Il dit que c'est pas simplement de l'interrelation ou de l'intersubjectivité, mais il parle de l'ordre intrapsychique. Alors, on va y arriver. Je crois que ce concept-là, il est extrêmement important. Voilà. Alors, qu'est-ce que serait l'intrapsychique ? C'est-à-dire que les autres, d'une certaine façon, existeraient d'une certaine façon à l'intérieur de nous. Il a mis le singulier pluriel. Et d'ailleurs, déjà dans les pronoms, je dirais, déjà dans l'emploi des pronoms, je me positionne en fonction, et je me positionne dans un système de relations. Si je dis je, ça c'est le moi, mais si je dis nous, je vous inclus. Si je dis vous, je me sépare.
si je dis il, hein, déjà, vous voyez que je me positionne par rapport aux autres et que les pronoms jouent ces rôles de marqueur, hein, mais aussi de position. Hein. Bon, mais reprenons la métaphore du rêve, hein, nous dit Kess, donc hein, la voie royale de l'inconscient selon Freud. Prenons le rêve d'un être cher. Bon, ça c'est moi qui prends cet exemple, mais pour... Hein, prenons, je ne sais pas moi, d'un coup je vais rêver de ma grand-mère. Cet être cher, je rêve de ma grand-mère. Mais évidemment, ce n'est pas ma grand-mère physique qui est là. C'est ma grand-mère en image. Mais même cette grand-mère en image, elle est dans ma psyché. C'est pas une photo, c'est ma psyché. Elle est en moi. C'est ça l'intrapsychique. Les êtres existent en nous de façon dans nos propres psychés. Elles ne sont pas à l'extérieur, elles sont dans nos psychés. Voilà. C'est ça l'intrapsychique. Voilà. Donc, c'est l'intériorisation des formes et des sujets extérieurs. Hein. Et donc, encore une fois, quelque part, les autres sont en nous. Dans ma perception, dans ma mémoire, on arrive même à retenir. C'est comme les Madeleines de Proust dont on se souvient. Et bien sûr, et on est dans la mémoire. Là. On est dans nos cartes cognitives. Voilà. Donc c'est quelque part le singulier pluriel dont parle Lukács. Voilà. Ça, voilà. Moi, je tenais à vous en parler parce que, effectivement, je pense que c'est un concept extrêmement important. Alors, donc, effectivement, il y a une dimension rêve, image, hypnose, puissance. Hein, et effectivement, les images sont de nature un peu hypnotique, quelque part. Quand je suis dans le rêve, je suis sous hypnose, d'une certaine façon. Je suis dans mon imaginaire et je suis complètement hypnotisé. Le rêve est une dimension hypnotique, fondamentalement. Hein. Et le rêve, c'est à la fois composé d'images, mais aussi de langage, hein, qui sont souvent codés, symboliques, mais toujours signifiants. Alors après, évidemment, c'est des psychanalystes, il faut trouver la clé de la signification, mais il y a toujours derrière des significations cachées. Hein. Et il se passe toujours aussi, et bien sûr, et dans des dimensions de narrativité. Hein. Il se passe toujours des histoires dans les rêves, des machins, des ci, des là. Il y a une véritable narrativité du rêve. Hein. Ça raconte des histoires. Hein. Le rêve, c'est encore une fois, c'est une espèce de projection intériorisée de soi, hein, une sorte, je dirais presque de cinéma intérieur, une fabrique de notre imaginaire, et qui est activée le plus souvent par, alors d'après la théorie freudienne, ce serait bien sûr activé par le désir, par une notion de désir, voilà, ou en tout cas de, peut-être pas désir, parce que, moi je dirais de pulsion. Parce que parfois on fait des cauchemars. Je ne pense pas que. Mais les cauchemars, justement, c'est peut-être des refoulements ou c'est peut-être. En tout cas, il y a des pulsions. Il n'y a pas. En tout cas, il y a quelque chose psychique qui est en jeu, qui est important là et qui se passe. Voilà. Et alors, reprenons Anzieux dans son livre. Et Anzieux va dans le même sens un peu que Kess. Qu'est-ce qu'il dit? Anzieux, il dit de la même façon que je me projette dans le rêve, de la même façon, je me projette dans le groupe ou dans la réalité. Vous êtes venu, vous vous êtes projeté. C'est les mêmes mécanismes, c'est des mécanismes de projection. De la même façon que je me projette dans le rêve, je me projette dans la réalité. Donc, et là on est bien sûr sur, je dirais, l'activité de projection psychique fondamentale de l'activité humaine dans le rêve, mais aussi en permanence, je dirais, même quand on est éveillé.
D'où le concept aussi, alors chez les psychanalystes, de bascule topique. Voilà. Alors, topos étant le lieu, quelque part, je vais me projeter dans le lieu ou dans l'action, je vais jouer au foot, c'est une bascule topique. Je vais aller faire des courses chez Carrefour, c'est une bascule topique. Je vais aller voir Michel, c'est une bascule topique. Je vais assister à un cours, je vais acheter ma baguette de pain, c'est une bascule topique. Alors, au-delà, les psychanalystes aussi, la bascule topique, il y a aussi, bien sûr, tout l'appareil psychique, les refoulements, enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas non plus un psychanalyste pur et dur. Voilà. Mais c'est des concepts, je dirais, qui sont importants. Alors oui, puissance de l'image, hypnose. Alors j'ai choisi ça. Pourquoi ? Les Dents de la Mer. Parce que quand j'étais jeune, quand j'ai vu ce film, je devais avoir 16-17 ans. À 16-17 ans, on pense qu'on est fort psychiquement, que le monde nous appartient. De toute façon, oui, mais ça c'est un film, ça ne nous fera rien, ça ne fera pas peur. Donc, je regarde le film. Moi, je suis fort. Et puis, 2 semaines après, cauchemar. Je me suis fait bouffer par le requin. Et j'étais pas fier. J'étais pas fier. Et je me suis fait bouffer par le requin. Ça veut dire que la puissance de l'image m'a traversé et s'est imprimée dans mon inconscient. Boum, direct, sans transition, boum. Et cette image, elle était là, elle m'a travaillé le cerveau. Et ça s'incarne dans le rêve. Donc, encore une fois, je dirais, puissance des images, des phénomènes hypnotiques dont on ne voit même pas qu'on peut s'en rendre compte, mais qui jouent. Oh, c'est des formes insidieuses, oh, c'est la télévision, oh, c'est le cinéma. Mais, vous voyez, boum, ça, on l'a, voilà, dans la mer. Donc j'ai pris cet exemple, je dirais c'est un exemple un peu personnel, mais vous voyez, comme quoi on est des espèces d'éponges, et que les images, elles fonctionnent aussi, il y a des dimensions hypnotiques, et qui fonctionnent aussi, bien sûr, voilà. La puissance de l'image, donc, et c'est ça, finalement, le film, ce qui est une image extérieure, et le cauchemar qui devient une image intérieure. Et finalement, vous voyez, finalement, on est bien, là aussi, les événements. Je suis Charlie. On est en plein, on est là-dedans. Quelle est la signification de je suis Charlie? Eh bien, je m'identifie. Wolinski, Cabu, c'est aussi moi. Je suis Charlie, je suis au moins. C'est-à-dire, c'est la dimension intrapsychique dont je vous parlais tout à l'heure. Nous sommes tous des juifs allemands, et c'est toutes ces dimensions, bien sûr, d'intériorisation aussi des autres. On n'est pas coupé des autres, on n'est pas des individus, on est aussi, oui, et on est dans des dimensions intrapsychiques. C'est facile. Alors bien sûr, peut-être qu'avec ces dimensions-là, peut-être qu'on aura intérêt à être un peu plus solidaire. Parce que quelque part, les morts qui sont morts, qui sont allés en Auschwitz, etc., ils sont aussi morts dans mon imaginaire. Ils m'habitent aussi dans mon imaginaire. Dans ma conscience. C'est ça aussi la psyché humaine. Voilà, c'est en moi. C'est en moi. Je suis Charlie, c'est en moi. C'est en moi. Je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Oui. Donc parfois on a du mal à nommer l'imaginaire. Et pour montrer aussi, vous vous rappelez c'est cette série là qui a eu des clowns qui font peur. Vous vous rappelez ?
où on a assisté à une vague de gens qui se cachaient, qui s'habillaient, qui faisaient peur, et qui sautaient sur les gens à 9h, à 11h du soir dans les rues, etc. Vous ne rappelez pas, hein? Il y a eu même des arrestations, il y a eu même un clown qui a frappé quelqu'un. Hein? Or ça, eh bien, au départ, où c'est que j'ai vu ça? C'est venu des réseaux sociaux, des petites blagues, vous savez, le clown, alors effectivement, qui font rire. Et là, il y avait effectivement des scénarios, il y avait un clown comme ça qui faisait peur, alors c'était tourné aux États-Unis. Hein. Mais processus d'identification, d'imaginaire, les mecs, ils sont devenus des clowns. Et quand je vous dis que c'est puissant, oh, mais c'est rien, c'est juste Internet, c'est juste la vidéo. Hein. Oh, c'est juste quelques discours djihadistes, hein, ou extrémistes, ou fanatiques. Hein. Oh, c'est rien. Et puis ça peut finir très mal, hein, par une barbarie, des crimes, des machins. Mais ça, c'est dans nos imaginaires aussi. On ne se rend pas compte. Regardez les films, les jeux vidéo de nos enfants. Vous vous rendez compte? Ah, mais c'est des images. Je me lave les mains. Eh oui, mais... Jung avait prévu la montée du nazisme par les formes déjà, je dirais, de l'arrivée d'Hitler, de la violence. Il avait prévu la barbarie qui allait se passer. Quand vous avez regardé des fois l'imaginaire américain, Stallone, les bombes, la superpuissance, vas-y, le mythe du cow-boy. Bon, pour vous laisser réfléchir là-dessus. Mais vous voyez que c'est pas l'imaginaire. C'est en nous. Alors, l'imaginaire aussi, il s'incarne aussi dans des formes sémiotiques et sociales, et effectivement, qui se structurent autour d'imaginaires qui canalisent. Là, par exemple, je fais du yoga, vous voyez les formes. Là, j'ai pris la forme d'un cours d'université. Je prends bien sûr le football. L'imaginaire, c'est bien sûr un imaginaire, mais aussi qui s'incarne dans la réalité avec des dispositifs, avec des jeux. Des dispositifs qui canalisent l'action. J'ai pris l'hôpital. Évidemment, vous voyez que là, on est sur des imaginaires complètement différents. C'est des mondes, c'est presque des univers sémiotiques qui n'ont plus rien à voir. L'hôpital par rapport au yoga ou par rapport au football. Donc avec des logiques propres. Alors bien sûr, évidemment, on peut traverser, on peut se projeter dans ces 4 dimensions, mais vous voyez que forcément, on est sur des dimensions, là aussi, cadrées, et qui vont orienter nos comportements, les règles, les conventions, les formes sociales. Voilà. Donc, vous voyez que, je dirais, la plupart du temps, on est sur des... finalement, le réel, ça se traduit par des formes sémiotiques et sociales. Oh, on n'est pas loin des éléphants. Là, voilà. Et bien sûr aussi à l'intérieur des dispositifs d'action qui vont clôturer le sens et l'action, des espaces sémiotiques, des topos, effectivement, des appareillages. Alors là, j'ai pris un garage par exemple, ou une cour d'appel. C'est-à-dire que ça donne des formes à la fois, ce qu'on appellerait des dispositifs aujourd'hui. Là, j'ai pris une photo du centre commercial de la Pardieu. Évidemment, vous voyez que les logiques d'action, de sens, de signification sont, je dirais, d'emblée, on les reconnaît, on les différencie. Je suis extrêmement bavard.
ma faute. Bon, en tout cas, vous voyez, c'est la dimension topique. Et ce que je veux dire par là, c'est que, justement, pour moi, il n'y a pas simplement une dimension utopique ou justement imaginaire, mais il y a une dimension intopique. C'est ce qui s'incarne la réalité, mais c'est aussi un imaginaire qui s'incarne. Il y a des gens qui ont pensé de mettre un micro, de mettre des trucs, et il y a des dispositifs qui sont pensés, qui sont actionnés, et qui viennent s'incarner dans la réalité. Donc, c'est pas imaginaire, c'est aussi ici que ça descende, d'une certaine façon. Utopie, c'est utopos, c'est ce qui n'aurait pas de lieu. Mais là, vous voyez que tous ces imaginaires s'incarnent, ils sont des lieux. Et s'incarnent dans la réalité sociale et nos comportements. Avec des espaces architecturaux, le bureau, la boulangerie, évidemment avec des logiques chaque fois tout à fait singulières, différentes, etc. Bon, j'ai pris les usines, là c'est le magasin, vous voyez, donc ce sont des véritables univers, un champ de football, les prisons, l'univers carcéral, c'est un monde à part. Et évidemment, mais la famille, c'est pareil. Vous voyez, l'espace familial, le domicile, c'est aussi, quelque part, aussi quelque chose qui va cadrer les actions, qui va cadrer le sens et qui va cadrer la signification. Et évidemment, je dirais, la signification dépend bien sûr du contexte dans lequel on est. Ce soir, en rentrant chez moi, je vous assure, je ne ferai pas une conférence à ma fille et à ma femme. Donc, on est aussi des sujets assujettis dans des identités sociales, collectives et culturelles. Alors là, je pense qu'il y aurait bien sûr la notion d'uniformisation, c'est-à-dire finalement une espèce de mimétisme, un peu comme... voilà. Et effectivement, il y a une espèce... Le groupe aussi se fonde aussi sur des dimensions un peu mimétiques. Alors, que ce soit culturel, alors des formes culturelles et collectives. Alors, j'ai mis une vieille photo, ça c'est des tribus touaregs, à l'époque, c'était encore à l'époque des colonies. Ben oui, donc il y a des différences culturelles, des différences ethniques, tribales. Là, c'est intéressant, c'est une qui est d'un hôpital à Modigasio. Je pense que c'est un hôpital de sœurs chrétiennes. Vous voyez que, eh bien, c'est presque du mimétisme. Je prends la photo ensuite, ce sont un groupe de prisonniers, dans la prison d'Alcatraz, ils sont tous menottés, mais tous les mêmes. Je veux dire, vous voyez, est-ce que c'est un comportement individuel? Ils sont tous dans la même situation. Et je prends des pompiers, ben vous voyez, c'est la duplication, c'est l'uniformisation. On parlait de psychologie individuelle, psychologie sociale, oui. Uniformisation. Donc, alors, oui, on va arrêter. Donc, processus de socialisation et d'intégration. Alors, évidemment, le groupe, encore une fois, ça nous permet aussi de nous socialiser, de nous intégrer dans des structures et éventuellement d'être dans des identités. Alors, est-ce que je conclus? Oui, parce que j'ai dépassé la limite d'heure. Je vais... j'aurais peut-être pas pu parler trop de l'institution, mais derrière, encore une fois, vous voyez que derrière ces cadres, qui sont des cadres d'action, qui sont des cadres pragmatiques, j'aime bien, et je vais en finir, finalement, le véritable cadre, à mon sens, c'est l'institution. Je vous cite la dimension, on le voit bien, le pompier, les mariés, derrière ça, il y a des institutions, il y a des formes institutionnelles. J'aime bien cette phrase de Ducrot, qui était un linguistique pragmatique, il commençait ses cours en regardant la salle, il disait « Les cuisses de grenouille, levez la main ». Les cuisses de grenouille, levez la main. Il n'y a pas de cuisses de grenouille, là? Alors, évidemment, dans le contexte d'un amphithéâtre ou d'une conférence, je me demande ce qu'il se raconte. Mais, dit-il, mais quand je suis au restaurant, que sur le menu, il y a cuisses de grenouille, levez la main, et que le garçon dit les cuisses de grenouille, levez la main, là, tout le monde comprend. Donc, le sens est dans le contexte. Le sens est dans le contexte. Mais il est aussi dans les institutions. Et derrière ces cadres d'action, c'est-à-dire cette dimension pragmatique, il y a des institutions. Et cette dimension instituée, et finalement aussi de reproduction de l'histoire,
hein, et finalement, et je dirais l'institution, c'est ce qui, je dirais, structure finalement le social. Hein, en fait, c'est la reproduction des actions, alors ça c'est le structurationnisme, c'est par la reproduction des actions que le social se perdure, malgré que, effectivement, ben, on change de génération, on change, eh bien, vous voyez, je prends des institutions comme l'université, qui sont apparues en Occident au XIe siècle, et qui sont encore là, hein, l'hôpital, hein, la police, hein, vous voyez que c'est des institutions qui perdurent dans le temps, et c'est la façon dont les sociétés, finalement, se prolongent, en dépend, je dirais, des générations qui, elles, se succèdent. Et donc, ce sont, et c'est ça l'idée forte du structuralisme, c'est-à-dire que c'est par les actions que je fais et que je produis, qu'en même temps, je reproduis les structures institutionnelles. C'est en faisant un match de foot dans la division que je reproduis le championnat de foot. Voilà. Et c'est, je pense, en faisant un cours que je reproduis l'institution universitaire. Et bien sûr, hein, les institutions familiales aussi qui se reproduisent, hein, qui s'entrent. Donc je vais finir, je vais chanter un peu, mais pour arriver un peu à une conclusion finale, s'il veut bien. Oui, l'ordre du discours. Hein, alors, bien sûr aussi, eh bien, les institutions canalisent aussi les discours, les types de discours, nos pratiques, nos comportements, hein, nos règles. Alors, également aussi, hein, c'est la notion d'incorporation. Hein. Il n'y a pas que l'armée qui nous incorpore. Vous voyez qu'ici, on est incorporé. Hein, c'est-à-dire qu'en permanence aussi, eh bien, on est dans une dimension corporelle. Hein, je suis incorporé quand je vais faire mes surfaces à Carrefour. Je suis incorporé par la structure commerciale, hein, par l'institution commerciale. Hein, de la même façon que je suis incorporé par l'institution politique quand je vais voter à la mairie. C'est nos corps agissants. Hein. Nous sommes nous-mêmes des dimensions sémiotiques. Donc on est à la fois incorporé et assujetti. Hein, et donc, alors évidemment, il y a une mise en scène et la discipline de décor. Hein, et dans toutes, et vous voyez, il y a en quelque sorte, hein, alors là je prends une Renault ou je prends un spectacle, ben, vous voyez qu'il y a des corps. Alors là aussi, c'est des conventions, mais des conventions sémiotiques. Hein, il y a les spectateurs, il y a ceux qui se jouent sur la chaîne. Je prends une classe d'école, eh bien vous voyez, c'est des corps disciplinés. Je dirais normalisé, hein, et bien sûr une discipline corporelle. Hein, c'est aussi, je dirais, les institutions, c'est aussi, je dirais, une gestion des corps hein, et des comportements. Hein, regardez, alors le dernier, c'est très intéressant. Hein, on voit deux bonhommes avec plein d'écrans, on croirait qu'ils jouent à la vidéo. Hein, oui, c'est pas la vidéo, c'est des pilotes de drones aux États-Unis qui peuvent actionner et tuer à des millions de kilomètres des enfants. Il y a eu déjà plus de 400 morts. Hein. Donc c'est des formes sémiotiques. Voilà. Et c'est une disciplinarisation des corps, hein. Une intégration des corps, un assujettissement. Hein. Voilà. Et donc ce sont des mises en scène, des disciplines, des corps et des structures rituelles hein, qui sont en œuvre. Alors là, le journal télévisé, par exemple, hein, vous voyez, c'est une présentation, c'est une mise en scène, ce sont des dispositifs. Que je prenne, par exemple, là, j'ai pris la section suivante, c'est la réunion du tribunal de commerce. Hein, vous voyez, aussi, là, c'est des apparats, des mises en scène, des dispositifs sémiotiques. Hein, que je prenne, bien sûr, des policiers, des CRS, ou même des pêcheurs. Hein, des pêcheurs, vous voyez qu'il y a bien sûr... Hein, je dirais, des dispositifs, hein, et surtout, je dirais, encore une fois, une espèce de discipline des corps qui sont adaptés, je dirais, à ces différentes situations et activités humaines. Voilà. Je vais... Oui, alors, on va rester là, peut-être. Hein. Finalement, bon, le propos, effectivement, ce que je voulais vous montrer, c'est que finalement, on est sur des dimensions qui peuvent être doubles, hein, mais qui s'opposent. Mais
en même temps ambivalente. Ça, c'est la notion d'ambivalence, je l'ai trouvé chez Massiot, c'est très intéressant. Massiot prend, finalement, c'est des pulsions qui ont l'air de s'opposer, mais en fait qui constituent la même face. Massiot prend l'exemple, la haine et l'amour. Apparemment, ce sont deux pulsions opposées, mais qui fonctionnent comme une pièce avec pile et face. Et donc, nous sommes des êtres ambivalents, bivalentes. L'amour et la haine, ça nous traverse tous. Et on est sur des systèmes, effectivement, alors, des pulsions opposées, l'amour, la haine, mais c'est aussi, là j'ai pas eu le temps, mais Eros et Thanatos. Pulsion de la vie, pulsion de mort. Et donc, eh bien, effectivement, vous voyez qu'on peut très facilement basculer avec ça, soit vers des dimensions leurrantes, et effectivement, il a tombé aussi dans des barbaries, soit également dans des dimensions, alors il ne faut pas jeter non plus l'eau du bain, toutes les institutions, tous les imaginaires ne sont pas à mettre à la poubelle. Moi, je retiens juste... c'est vrai qu'il y en a qui sont pires que d'autres, et d'autres qui sont meilleurs que d'autres. Je retiens juste cette phrase, tu reconnaîtras l'arbre à ses fruits. Et justement, je pense que c'est là où on reconnaîtra, je dirais, les imaginaires humains qui font progresser l'humanité, et les imaginaires, au contraire, barbares, qui font régresser l'humanité, et qui nous plongent vers le bas. Et je crois que c'est ça, justement, peut-être que je voulais vous apporter ce soir, c'est peut-être, vous voyez, essayer d'avoir au moins ce recul pour avoir un peu cette dimension de discrimination et pour ne pas rentrer directement, je dirais, dans tous ces imaginaires qui nous assaillent et dont on ne sait plus finalement quoi faire. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre grande écoute. Oui. Questions, réactions, ou avis, parce que... J'ai une bonne voix. Je voudrais revenir sur les mythes. Est-ce que, d'après vous, les mythes sont une construction du groupe? Et comment on peut imaginer que ça s'est créé, un mythe? Le mythe, je dirais, essentiellement, il fonctionne comme dimension anti-anxiogène. C'est-à-dire, on se pose tous la question d'où venons-nous, qu'est-ce que nous sommes, bon. Et donc, ne pas pouvoir y répondre, déjà, c'est du vide. Et le vide, c'est profondément angoissant. Donc, on va essayer de remplir ce vide par des histoires, par la fondation, et se rattacher à quelque chose, je dirais, de tangible, de réel, et dont, finalement, on va être le continuateur. Et donc, je dirais, déjà, c'est une dimension, le mythe, c'est une dimension existentielle. Voilà. En quelque sorte, grâce au mythe, eh bien, je vais m'identifier à l'histoire, à la tribu, aux ancêtres. C'est, encore une fois, dans cette dimension-là. Et évidemment, il y a beaucoup de dimensions mythiques, par exemple, ne serait-ce que dans les cultures d'organisation. Et notamment quand vous avez des organisations qui sont elles-mêmes construites sur le patronyme des patrons. Je prends Père Ricard. Eh bien, Ricard, il y a plein d'histoires qui tournent autour de Paul Ricard, mais ils sont nombreux. Je pourrais citer Ricard, je pourrais citer Nestlé, je pourrais... voilà. Est-ce que les entreprises constituent avec ce qu'on appelle le storytelling? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, on parle de plus en plus de storytelling, c'est-à-dire, alors le storytelling, alors c'est y compris mobiliser des mythes, et ça fonctionne aussi parce que ça crée aussi une image de marque et d'identité de la marque, et donc de différenciation de la marque. Rappelez-vous, Sir Thomas Lipton, alors, on est dans la tradition anglaise, on voit le voilier, et donc c'est toute la tradition du thé aussi. Et donc ça conforte, c'est aussi un discours, c'est de la rhétorique. On renforce l'attraction, je dirais, là aussi, le pouvoir attractif de l'image, ou du nom, parce que les noms aussi, bien sûr, fort dimension attractive. Alors, et la narrativité aussi, je dirais, en permanence, je dirais, elle fait en quelque sorte du buzz. C'est-à-dire que ce qui marche, c'est ce qui se transmet, c'est ce qui se dit, ce dont on parle, c'est l'actualité. Si on n'en parle jamais, ça tombe, c'est dans les oubliettes.
Tandis qu'en parlant, et effectivement, on est de plus en plus, et là je crois on rentre aussi avec les nouvelles technologies sur des dimensions hyper, et là effectivement, on est dans le phénomène de buzz. Alors, c'est pas bon non plus aussi, c'est parce que le buzz, c'est aussi peut-être de la pollution, machin, de couverture, on essaye de... C'est aussi une dimension de la colonisation. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions ou... Ça fait peur, on a l'impression que quand on rentre dans une entreprise, après vous avoir écouté, quand on rentre dans une institution, dans une entreprise, on est happé par les représentations, par l'imaginaire de l'institution. Et si elle n'est pas bonne, on devient médiocre. Et si elle n'est pas bonne, on est leurré. C'est pour ça que c'est un effort de conscience. C'est important, c'est un effort de conscience, de penser les institutions. Oui. Voilà. De prise de conscience. Et là, bon, je n'ai pas pu faire l'analyse institutionnelle, mais justement, c'est dans l'analyse institutionnelle qui s'est développée dans les années 70, il y a tout un courant, qu'est-ce que c'est les institutions, ils ont creusé cette histoire d'institutions. Eh bien, en fait, c'est le même rapport, c'est-à-dire, finalement, les institutions fonctionnent un peu comme une espèce d'inconscient collectif dont on n'a même pas conscience. Voilà. Et justement, c'est de prendre conscience de ce qu'est l'institution pour pouvoir, justement, être véritablement acteur. Sinon, je suis manipulé, je suis leurré. Donc, c'est un véritable effort de conscience, de prise de conscience. Mais voilà, mais cet effort de prise de conscience, finalement, c'est un peu aussi, finalement, ce que cherche à faire l'enseignant-chercheur, c'est-à-dire essayer de voir qu'est-ce que derrière la réalité se trame. Et c'est ce que, finalement, c'est ce qu'on ne peut pas voir avec les yeux, mais qu'on peut comprendre avec la tête. Voilà. Et c'est mieux appréhender et prendre conscience de tout ça. Pour être justement, je dirais, non plus infantilisé. Bon, là, j'aurais pu citer Mendel, une dimension d'infantilisation, parce qu'aussi, on est des fois aussi sur des modes de domination symbolique aussi, de pouvoir symbolique, et bien sûr, et d'infantilisation parfois. Or, et finalement, pour arriver, je dirais, à une maturité d'adulte et de citoyen. On n'est plus des enfants. Or, même cette dimension, on n'est plus des enfants, c'est Gérald Mendel qui avait écrit mort au père, mais même cette dimension, je dirais, d'infantilisation, ça se retrouve même dans l'imaginaire, je dirais, archaïque, du patron, c'est pater, ou du père de la nation. Rappelez-vous de Gaulle. Mais s'il y a un père de la nation, c'est que je suis un fils, et que je suis infantilisé. Staline, le père, de la Russie, l'autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi se cachent derrière les institutions des rapports de domination, des rapports de pouvoir, de domination, des rapports économiques. Est-ce que vous pensez... Et des rapports de dissymétrie sociale. Combien, aujourd'hui, regardez... À l'époque, regardez la dissymétrie sociale qui sont cachées derrière, et justement, derrière, je dirais, des enjeux de domination. Regardez un patron. À l'époque de Taylor, c'était pas, on pourrait dire, un grand progressiste social. Enfin, s'il avait quand même une dimension un peu sociale, enfin, taylorienne, c'était pas... Mais Taylor disait, donc on était au début du XXe siècle, un patron doit gagner à peu près 20 fois le salaire d'un ouvrier. Mais aujourd'hui, on est à quoi? À 300, 400, 500, 600. Vous vous rendez compte un peu?
Ça, c'est de la domination économique. Enfin, donc ça, ce serait l'analyseur argent chez l'école, par exemple l'école belge. Ils ont systématisé l'analyseur argent, c'est-à-dire qu'est-ce qui est valorisé. Regardez, valorisation. Je vous ai montré le musée des conférences, je ne sais pas combien de millions de dollars, d'euros. Le nouveau stade de Lyon, c'est des millions d'euros. Je prends le salaire d'un footballeur professionnel, c'est combien? Maintenant, regardons d'un point de vue. Alors ça, c'est l'analyse institutionnelle, c'est-à-dire prenons les faits et qu'est-ce qui se trame derrière. Je prends des universitaires, médaille Fields décernée par la région, un grand, donc c'est un grand chercheur de la région. On lui a donné un prix de 1500 €. 1500 € et regardez ce qu'on dépense dans le foot. Mais ça, c'est des réalités. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mettons les choses. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces imaginaires? Et pourquoi ce foot serait surévalorisé et que, c'est un peu l'aumône qu'on fait là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, à un moment donné, qu'est-ce que derrière la réalité, qu'est-ce qui se trame? Quels sont ces imaginaires qui se trament? Un autre exemple que je vous donne. Pour comprendre que derrière ces imaginaires, c'est aussi des imaginaires politiques. Je prends mon université. Alors évidemment, il y a l'ascenseur. Mais l'ascenseur, on est dans un système très corporatiste. L'ascenseur, c'est que les enseignants qui peuvent. Surtout pas, si peut-être quelques étudiants qui seraient handicapés, là on veut bien, mais les étudiants ne peuvent pas prendre l'ascenseur, ils n'ont pas accès. Je change de cadre, je me vais à la Pardieu. Est-ce que vous pensez que les étudiants ne peuvent pas grimper? Non. Donc ça c'est l'institution, ça c'est l'imaginaire institutionnel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des institutions qui pensent que eh bien là, on va interdire l'ascenseur, et il y a des institutions qui pensent que là, on va autoriser l'ascenseur. C'est des dimensions aussi politiques. Vous voyez, fondamentalement, des dimensions politiques, sociales, et d'imaginaire politique et social, et de représentation d'imaginaire politique et social. Il est clair qu'il faut permettre de dépenser de l'argent. Quant à l'ascenseur social, c'est autre chose. Oui. Vous parlez par rapport au football, là. Oui. Le football, on pourrait proposer à l'université populaire d'aller arrêter les gens qui rentrent dans le stade, je ne sais pas si. Oui. Les gens y vont. J'ai un ami qui m'a proposé une place pour le dernier match de Saint-Étienne Paris Saint-Germain. Bon, qui m'a dit 75 € la place, je n'ai pas rentré. Mais bref, les gens y vont, c'était ça, n'était pas. Un formatage. Et donc, vous voyez, derrière aussi, il y a des logiques de profit, il y a des logiques de commercialisation. Vous voyez, il y a des rapports. Les footballeurs n'ont pas volé l'argent qu'on leur donne. Et de toute façon, Qatar est content de donner de l'argent à d'autres personnes. C'est comme ça. Ouais. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'il y a derrière quels sont les inconscients, justement, je dirais, cachés derrière le fonctionnement social. Alors évidemment, quand je dis ça, je finis peut-être sur l'analyse institutionnelle que je n'ai pas pu développer, mais bon, comme ça, c'est dans la discussion. Cette école de l'analyse institutionnelle a théorisé la notion d'élément analyseur. C'est ça, c'est très intéressant, les éléments analyseurs. C'est-à-dire, justement, ce sont des faits naturels que je constate et je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se trame derrière la réalité. Pour comprendre une espèce d'inconscient, mais qui, en quelque sorte, je dirais, marque, d'une certaine façon, des normes culturelles, des façons de faire. Un exemple, je m'aperçois, par exemple, que cette salle est très bien, elle est très propre, donc ça veut dire que derrière, on a pris le soin, on a pensé à maintenir une propreté, alors qu'il y a des endroits, je prends les lignes de SNCF, c'est tagué, c'est machin, vous voyez que là aussi, il y a des écologies. Je prends un autre exemple, avec des mécanismes de défense. Je me souviens, l'année, il y avait le secrétariat, il y avait des baies vitrées. Et puis je m'aperçois que sur le secrétariat, les secrétaires, elles avaient mis des trucs. Alors, voilà, je le constate, c'est un fait naturel. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a? D'abord, c'est un mécanisme de défense, de protection.
je me cache. Je me cache. Et effectivement, je me cache par rapport à des étudiants qui pourraient avoir envie de me contacter. Oui. Donc je me replie. Alors que, fondamentalement, on peut dire que une des préoccupations, je dirais, d'un secrétariat, c'est d'être ouvert aux étudiants. Mais non, mais il y a aussi un repli, vous voyez. Et donc, ce sont des mécanismes, là, en l'occurrence, ce sont des mécanismes de défense. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que ce sont des situations de repli, et quand on est en défense, c'est qu'on a un peu peur aussi, qu'on refuse de se laisser envahir. Vous voyez ce que je veux dire? Et des marques aussi de distanciation, les isiaphones, les machins. Regardez aussi comment fonctionne. Un isiaphone, c'est un dispositif, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces dispositifs? Un autre exemple que je donne, c'est l'exemple des graffitis qu'on retrouve sur les écoles et tout ça. Eh bien, c'est quoi un graffiti? Je constate. On peut constater. Eh bien, finalement, c'est peut-être c'est une espèce d'expression souterraine, subalterne, enfin, je dirais justement, c'est interdit aussi normalement. Et donc, vous voyez, c'est refoulé, c'est un peu une activité refoulée, mais c'est aussi peut-être par rapport à une institution qui, je dirais, ne donne pas la parole ou ne donne pas aussi peut-être le potentiel de parole, d'expression à des gens qui sont derrière, dans des salles, à toujours écouter pendant des heures et des heures leur professeur d'autorité, et qui, eux, ne peuvent pas s'exprimer. Et la seule expression qu'ils trouvent, c'est une déviance, c'est de faire des graffitis. Donc, vous voyez, le graffiti fonctionne comme un refoulement, quelque part, de sujets, mais d'une institution qui les refoule, et qui refoule l'expression. Voilà. Et on pourrait l'analyser comme ça. Mais, vous voyez, toujours se dire, qu'est-ce que derrière ce que je constate, derrière la réalité, qu'est-ce qui est en œuvre, et je dirais, quels sont, derrière ça, je dirais, les mécanismes et les structures, je dirais, et les structures, les catégories de pensée, et ce qui se joue en tant que phénomène, et que phénomène de symbolique sociale. Qu'est-ce qui se joue? Alors, et après, on peut analyser, essayer d'analyser, ou en tout cas de creuser, mais de ne pas rester à la surface. Prenons un exemple, mais ça intervient dans la réalité, donc ça prouve que ça existe dans la réalité et que l'inconscient est en train de fonctionner. Je prends cet exemple et on arrêtera, je resterai au niveau des exemples, mais essayons derrière la réalité de creuser, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça. Prenons ce fait-là, ce docteur, j'ai vu un reportage, docteur musulman qui rentre chez lui, devant son portail, une oreille de porc. Une oreille. Ça l'a tué. On peut être tué, bien sûr, physiquement, mais il y a aussi des mots qui blessent, des images qui blessent. Il y a aussi des choses qui sont choquantes, qui nous font mal, qui blessent, et qui peuvent tuer. Alors, ça aussi, on parle, ouais, c'est des mots, c'est qu'une oreille de cochon. Non, ce n'est pas qu'une oreille de cochon. Derrière, quelle est la signification? Qu'est-ce que ça exprime? Qu'est-ce que ça veut dire? Et si vous creusez, oui. Donc, encore une fois, faire le saut derrière? Quelle est la dimension signifiante, symbolique de ce qui se trame et de la réalité? Voilà. C'est moi qui vous remercie.